Dans cet exercice, on vous propose de vous intéresser à l'atome de phosphore au niveau de sa structure électronique. Dans un premier temps, de trouver combien un atome de phosphore possède d'électrons. Ensuite, de compléter le modèle de Bohr, simplifié, tel qu'il est dessiné ici. D'expliquer ce qui représente noyau, couche électronique et orbitale sur ce dessin et de commenter par rapport au dernier modèle connu. Enfin, on vous demande pour l'atome de phosphore de représenter la structure de Lewis, qui est la structure qui est utilisée pour la suite du cours. Pour répondre à la première question, combien d'électrons possède l'atome de phosphore? Il faut aller chercher le numéro atomique de l'atome de phosphore, qui indique non seulement le nombre de protons du noyau de l'atome, mais également le nombre d'électrons qui gravitent autour du noyau de l'atome. Sachant qu'il y a 15 électrons, il s'agit maintenant de les placer autour du noyau. On va commencer par la première couche électronique, qui est celle qui est le plus proche du noyau, parce que les électrons vont se placer là où ça leur demande le moins d'énergie, c'est-à-dire d'abord dans la première couche électronique, puis dans la deuxième couche électronique, etc. La première couche électronique ne contient qu'une seule orbitale, c'est-à-dire une seule zone de l'espace qui peut contenir au maximum 2 électrons, à condition que ceux-ci aient des spins opposés, le spin représentant le moment magnétique de l'électron. Pour pouvoir s'apparier et contrer la force électrique qui les repousse, puisque les deux sont négatifs, les électrons peuvent arranger leur spin de façon à ce qu'ils soient opposés et créer ainsi une attraction magnétique. On remplit donc avec nos 15 électrons en tenant compte de cette règle. Un électron cherchera à dépenser le moins d'énergie possible, c'est-à-dire à occuper la couche la plus proche du noyau possible, et puis à être seul dans une orbitale pour éviter la répulsion avec un autre électron, ou alors s'il n'y a pas le choix, il s'appariera en adaptant son spin. Plaçons donc maintenant les 15 électrons du phosphore dans ce modèle de Bohr simplifié. Un premier électron dans la première couche, c'est une évidence. Le deuxième électron préférera aller dans la première couche et adapter son spin. C'est quand même moins coûteux que d'aller sur une couche électronique d'énergie plus élevée. Ensuite, troisième électron dans une des orbitales de la deuxième couche électronique. Quatrième électron également dans la deuxième couche, mais pas la même orbitale puisqu'il y a le choix. Même problème pour le cinquième et le sixième électron. Le septième, on n'a pas le choix. On ne va pas passer sur une couche électronique supérieure, ça demande trop d'énergie. Donc on va devoir apparier les électrons. Même problème pour le huitième, le neuvième et le dixième. On crée des paires dans les orbitales de la deuxième couche. Pour la troisième couche, qui s'ouvre avec notre 11e électron, nous allons encore placer le 12e, le 13e et le 14e dans des orbitales séparées. Le 15e, lui, devant s'apparier pour ne pas ouvrir une couche supplémentaire. Ce que nous apprend le modèle de Bohr, c'est que nous avons sur la première couche une orbitale qui contient 2 électrons. Sur la deuxième couche, 4 orbitales qui contiennent 2 électrons chacune. Et enfin, sur la dernière couche, une orbitale qui contient une paire d'électrons et 3 orbitales qui contiennent des électrons célibataires. Ce qu'on appelle la structure électronique externe et que l'on indique dans le modèle de Lewis, c'est ici ce qui se trouve sur notre dernière couche, c'est-à-dire une paire et 3 célibataires. Si on veut représenter ceci, on va indiquer le symbole de l'élément, présenter la paire sous la forme d'un trait et les célibataires sous la forme de points, le tout entourant le symbole de l'élément. Ceci étant ce qu'on appelle la structure de Lewis, alors que le dessin précédent correspond au modèle de Bohr simplifié. Reste une question qui est de comparer le modèle de Bohr simplifié au dernier modèle que nous avons vu en cours. La première chose qu'il faut vous souvenir, c'est que les orbitales, ces boîtes dessinées ici de façon rectangulaire, ont en réalité des formes différentes. La première couche n'a qu'une orbitale, elle est sphérique, mais la deuxième couche en a 4 par exemple, et il y en a une sphérique. 3 autres sont par contre constitués de 2 lobes qui sont orientés les uns par rapport aux autres selon un angle droit. Pour former la deuxième couche, en fait, ces 4 zones se superposent, pouvant contenir jusqu'à 8 électrons. Sur notre dessin du modèle de Bohr, on ne va pas plus loin que 8 électrons sur la troisième couche et on a également 4 orbitales telles que dessinées pour la couche 2. L'autre chose qu'on vous demandera de ne pas oublier, c'est que ces 4 orbitales d'une même couche n'ont en fait pas la même énergie, et donc on a ici vraiment un modèle qui est simplifié. La forme des orbitales n'est pas représentée, les différents niveaux d'énergie des orbitales d'une même couche ne sont pas représentés, et par ailleurs, la troisième couche ne contient que 8 électrons alors qu'en réalité elle en contient plus. Ce modèle n'est donc valable que pour les atomes qui contiennent 18 ou moins d'électrons.